C'est dommage qu'il a utilisé les mêmes mécanismes de descente aux enfers. À vous entendre, il n'y a pas de point positif dans ce film. Pour moi, si. En ayant abandonné sa femme et sa fille depuis 8 ans, Charlie perd son compagnon et s'enferme dans une sombre solitude. En plus d'être dans une obésité très dangereuse dont sa santé ne tient plus qu'à un fil. Si ce n'est des textes, des essais, des rédactions de cours d'anglais qu'il pratique à distance, sans montrer sa caméra, qui lui donnent le peu de sens à sa vie qui lui reste, incapable de tourner la page. Il essaie une dernière fois de faire sa rédemption envers sa fille, quoi qu'il en coûtera. Donc le laiton, qu'en as-tu pensé de ce film? Moi, j'ai bien aimé ce film parce que ça m'a fait ressentir plein de choses, tu vois. J'ai vraiment eu mal au cœur en regardant ce film. Et moi, je pense que ça, c'est un peu dingue, quand même. C'est vrai que t'as jamais d'émotion d'habitude. C'est ça. Personnellement, c'est justement le fait que je me suis senti déprimé. Je sais pas si j'ai appris quelque chose de ce film. C'est déprimant, c'est triste. Je ne comprends pas pourquoi Brendan Fraser a eu son Oscar, en fait. À propos de ça, En soi, il joue bien. Mais personnellement, au-delà de sa condition physique et de sa situation sociale qui est catastrophique, sa santé, du fait qu'il est dans le déni d'avoir abandonné sa famille pour aller avec un garçon, un étudiant, pour au final que cet étudiant-là est décédé, et donc la sœur de cet étudiant vient aider Charlie, qui est complètement morfondu depuis le décès de son amoureux, où même elle commence à galérer, elle ne fait que limiter les dégâts, elle lui prépare les sandwichs alors qu'il fait crise cardiaque sur crise cardiaque, il n'a pas envie d'aller à l'hôpital. Enfin, je sais pas, ça fout le cafard. Si tu as Aronofsky, parce que je sais pas, il y a certaines scènes, ça donne une ambiance. Une scène dans Seven à propos de la luxure, les 7 vices de l'humain, à propos de la luxure, où tu vois un patient mort, où justement c'était un obèse, mais de chez morbide. T'avais l'impression que c'était la finalité de ce qu'allait être Charlie. Alors, vous allez me dire ce que vous pensez de cette critique. Donc, c'est sur Sens Critique, le film est noté 7 sur 10, ce qui est une très bonne note. Mais la critique que j'ai trouvée, qui est plutôt pas mal lue d'ailleurs, a noté 1 sur 10 ce film. C'est l'une des critiques les plus virulentes, qui explique que c'est du mélodrame XXL, où tout est fait pour exiger de nous de l'empathie, pas d'émoi, pas de larmes à l'œil, alors vous êtes un monstre. Accentuer les peines et le désespoir des personnages, tout plus inconsistant et pénible les uns que les autres. J'ai pas réussi à ressentir de l'empathie parce que Charlie, il sait qu'il a merdé. Malgré sa rédemption avec sa fille, qui sait qu'il va mourir. Mais enfin, je sais pas, il aurait pas pu faire ça plus tôt. Se lancer dans la muscu ou essayer de stopper ses vices à manger tout et n'importe quoi. Parce que pourtant, les cours d'anglais qu'il donne à distance, ça donne bien qu'il croit encore à quelque chose. Malgré de ce qu'on voit au début du film L'écran noir, pendant qu'il donne son cours, ça donne l'allégorie des scènes suivantes, où en fait, ça se passe dans un huis clos. Physiquement, c'est la grosse pénibilité. Il est complètement assisté. Après la prestation de Brendan Fraser, en plus il a fait un comeback, je sais pas depuis combien de temps il est revenu cet acteur, mais il reste à souligner, ce n'est pas le souci numéro 1 du film. Elle est très bonne, mais en tout cas, de ce que moi je vois, c'est que les gens ont un problème avec le fait que le film te force, entre guillemets, à ressentir des émotions. Est-ce que vous avez vu ça comme ça, ou parce qu'il me semble quand même que le laiton a apprécié le film? Ah, j'ai pas vu ça comme ça. C'est pas que je me sentais français, mais j'ai vu un partie de moi et un partie des autres gens que je connais dans ce acteur-là. Tu vois, c'est juste un mec qui était complètement détruit mentalement. Tu vois, ça montre que si quelqu'un arrive dans tel état, tu peux plus vraiment te ressentir. Donc le seul moyen de ressentir, c'est à travers de toi, mais si toi ta mental est complètement niqué comme ça, c'est quasi impossible. Après, même s'il a été maladroit, Charlie qui a fait croire à Lise qu'il était endetté, qu'il avait rien, qu'il avait pas envie d'aller à l'hôpital, en fait il avait 120 000 euros au cas où un jour sa fille viendrait chez lui dans cette pièce. Non, c'était pas juste un coup, c'était déjà prévu. Il a fait un contrat avec sa femme que elle va prendre en charge de sa fille. Ouais. Lui va prendre en charge de l'argent pour elle, tu vois. C'était ça le contrat qu'ils ont fait entre eux. En fait, je pensais que le 120 000, c'était un truc supplémentaire par rapport à ce qui était dit, ouais. Ok. Non, c'était pas vu, mais c'est juste que lui, vu que c'était son dernière semaine, il savait qu'il va mourir, il va juste revoir sa fille. C'est pour ça qu'il a fait. Après, concernant une interprétation, allégoriquement, ce personnage-là, pour moi, représente l'extrême d'une réalité dystopique si tout le monde entier serait resté dans un confinement éternel. Parce que j'ai ressenti cette déprime parce qu'il y a eu le confinement.
et il y a une baisse générale de l'activité physique à travers le monde. Et quand j'ai vu Charlie, je me suis dit, mais c'est l'extrême si un jour on se retrouve dans cette réalité-là. Et théoriquement, ça peut très bien arriver, et que c'est pour ça que j'ai déprimé. Parce qu'il est resté 8 ans dans cet endroit-là. Ça c'est flippant en fait. Et que tous les textes qu'il lit, qui demandent à ses élèves de la sincérité, c'est comme un pansement. Parce qu'il est comme au bord du vide. Ah, c'est déprimant quoi. Oh la vache, mais c'est du Aronofsky. De toute façon, il a déjà prouvé avec Requiem for a Dream. Après, c'est dommage qu'il a utilisé les mêmes mécanismes de descente aux enfers. À vous entendre, il n'y a pas de point positif dans ce film. Vous n'arrivez pas à trouver... Pour moi, si. Mais c'est quoi, justement? Que ça m'a fait ressentir des choses, voilà. Je me suis dit que ce personnage était quand même intéressant de représenter ça, de représenter comment la mentalité nous influence, tu vois. Ce mec, c'était insauvable, tu vois. Quand tu essaies d'analyser ce caractère, tu le vois que même si c'est pas un fait de, voilà, il faut juste... tu te mets en régime, bah tout ça, ça commence à travers de toi, mais si ta mentalité est complètement détruite, qu'on découvre juste après, tu vois, c'est pas que c'est un mec qui a pas envie de faire tous ces efforts, mais c'est un mec qui ne peut plus maintenant dans son esprit. Mais ça se trouve que le fait qu'il a abandonné sa famille pour un étudiant, ça se trouve qu'il était psychologiquement déjà perdu, même en ayant rencontré sa femme et même en ayant élevé sa fille dès le départ. Non mais après il a dit qu'il a ressenti quelque chose qu'il n'a jamais encore ressenti, peut-être aimé pour ce qu'il était. Son amour était quelqu'un de sincère, tu vois, je pense que c'est ce que lui il a cherché après dans sa vie, la sincérité. Avec l'étudiant ? Oui. Ça je sais pas, parce que pour moi c'est... Ça c'est comment moi je l'ai interprété. T'as l'impression que c'est bien plus complexe que ça, je trouve. Non mais clairement il était déjà homosexuel de base. C'est pas d'un coup tu dis ouais maintenant je suis gay. Mais je pense que viscéralement on n'aime pas voir l'immobilité. Bah oui, c'est déprimant, c'est sûr, t'es enfermé, c'est pas quelque chose de plaisant à regarder. Non. Non mais moi j'ai littéralement eu mal au cœur. C'est pas l'expression, j'ai vraiment eu mal au cœur. Faut voir un médecin, monsieur. Ouais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive? J'étais pas ressorti de la salle. Mais concernant la phase descendante finale, c'est lorsque il sait que de toute façon il est condamné, il bouffe tout et n'importe quoi. Ah déjà depuis le début il savait. Ouais. T'as l'impression que c'est la même réalisation, la même mise en scène que la descente finale dans Requiem for a Dream. C'est le même parallèle. Je trouve ça dommage qu'il a répété cette mise en scène, mais que le contexte est différent, les personnages sont différents. Et j'ai pas l'impression qu'il ait le même budget, vu que ça s'est passé en huis clos. Il y a juste la terrasse. Je t'avoue que je trouve dommage que ça s'est passé en huis clos principalement. Parce que quand Lise lui montre le fauteuil roulant, là, je me suis dit, ah bah ça y est, il va peut-être avancer, on va peut-être sortir de ce huis clos. Eh ben non, la puissance du déni et de sa culpabilité était trop forte. Ouais. Bon. J'ai trouvé quelque chose de positif qui parle de l'humour. À ce qui paraît, il y a quand même une forme de comédie dramatique dans ce film. Car oui, malgré son pitch un peu engageant et claustrophobe, The Whale est une véritable comédie dramatique qui, si elle évoque des sujets souvent lourds, dépression, hyperphagie, sait manier l'humour avec une finesse rafraîchissante, une finesse qui se retrouve dans la mise en scène. Certes parfois redondante, le film fait assurément quelques dizaines de minutes de trop, mais qui offre de beaux mouvements de caméra et des jeux d'arrière-plan intéressants. Mec, si tu ressens de humour dans ce film-là, je suis désolé, mais t'es un psychopathe. C'est un film très triste à vous entendre. Tout le monde sent dépressif. Après, il parle d'humour dramatique. C'est de l'humour dramatique, c'est pas juste de la vanne, tu vois. Oui, oui. Après, si les mecs ils ont rigolé de manière diabolique quand sa fille lui a demandé de se lever et qu'il s'est étalé sur le canapé, il y a une scène comme ça, c'est... Si ça fait partie de ça, cet humour-là, non. Moi, j'ai ressenti la dépression, quoi. Ouais, non. Je vois. Mais ça montre qu'il joue bien. Mais après, est-ce qu'il aurait mérité l'Oscar ? Je ne suis pas sûr. Ah non, mais les Oscars, déjà, ça c'est un autre sujet. Les Oscars sont pas vraiment... C'est des vieux, je sais pas, qui sont peut-être de cinéma qui décident, tu vois. Mais pourtant, ça a fait polémique parce qu'on pensait que ça aurait pu être Brad Pitt sur Babylone. On sait pas trop ce qui s'est passé durant les Oscars. Je pense que c'est de politique aussi. Oui. Parce que Brendan Fraser, lui, après tout le drame qui était à Hollywood, il a eu des agressions sexuelles, je sais pas quoi. Ah oui, lui. Son carrière était complètement détruite. Lui-même, il est devenu obèse. Et c'est pour ça que c'était un peu bizarre que on va jouer The Whale. Tu vois, je pense que c'est plutôt politique pourquoi il a gagné un Oscar. Dans ce cas, c'est sûr qu'on n'aura pas la même approche par rapport à ce que lui il a interprété parce que c'est un film personnel pour lui. J'ai abordé ce film alors que ça faisait des années que j'avais plus revu Brendan Fraser. En fait, j'étais pas au courant qu'il avait eu tout ça. La dernière fois que je l'avais vu, c'était dans Le Retour de la momie et quelques extraits Voyage au centre de la Terre. Oui, oui. C'était...
Il avait le physique d'un playboy, j'avais cette image-là de Brendan Fraser. Ouais, c'est juste ça qu'il s'est fait violer ou je sais pas quoi. Y a un truc que je veux te demander, mais toi, ça trouvait quoi exactement dépressif? Parce que moi, personnellement, j'ai pas trouvé son état physique dépressif, mais son mentalité dépressive. C'est ça qui m'a vraiment fait mal au cœur. C'est lorsque le prêcheur, le jeune prêcheur qui lui-même s'est échappé de sa famille catholique, il lui dit droit dans les yeux « Je ne veux pas être sauvé ». Je pensais qu'il y aurait un sorte de déclic scénaristique, ou même dans cette mentalité-là, il y aurait un sorte de déclic où il va essayer de se remettre en main. Finalement, cette sorte de rédemption s'est basée sur un texte qu'il voulait entendre à voix haute. S'il survit la première fois, c'est que le jeune prêcheur avait lu le texte. Mais bon... Non, mais le prêcheur n'a pas proposé à lui d'être sauvé, tu vois. C'était ce que lui il a proposé, c'est de renoncer tout ce que lui a aimé, tu vois. Mais il y a un moment dans le film où ça ne tourne pas autour de Charlie. Bah, ça se passe entre sa fille et le jeune prêcheur, où ça remet en cause sur la Bible. Après, il faudrait une grille de lecture sur la religion, de comment c'est vu aux États-Unis, ou du point de vue français, ça n'a rien à voir. J'ai une info importante, parce que est-ce que vous savez quel est le budget de ce film? À votre avis? Donnez-moi des chiffres. Je sais pas, 50 000? Le budget du film, 50 000. Ouais. 50 000 dollars. Ah ouais? Le budget du film. Non mais c'est beaucoup plus. Bah, je vous donne un exemple. Fableman, c'est 40 millions. Tu restes sur 50 000. Pour le huis clos, enfin au moins pour payer les acteurs et le matos. Bon allez, 100 000 grand max. Mais non, mais bien sûr que non. Non mais ça revient beaucoup plus cher. Ah ouais? Non, c'est pas autant que Fableman quand même. C'est pas autant que Fableman. 10? 10 millions? Oui. Il a un budget plus petit que Vaincre ou Mourir. Le budget de Whale, c'est 3 millions. C'est rien du tout. Hein. Ok. Mais c'est un peu logique aussi. Bah, ça se tourne en intérieur. Après pour un huis clos, il y a aussi des scènes sur la plage, ouais. Payer les acteurs, oui. Non mais c'est de la palage, c'est vite fait. C'était pas... c'est 5 minutes max. Box office 36 millions. Il est déjà très rentable en fait. Ah oui. Ouais. Il faudrait voir le nombre de figurants, même les techniciens. Ça se trouve que les 3 millions, tout a été dépensé pour toutes les personnes qui ont participé au minimum. Et de diviser à peu près, voir quels sont les dividendes, caméra, réalisation, les scènes, et tous les petites mains derrière le film. Non, il faut se rendre compte que 3 millions pour un film, c'est quand même très faible. Hein. C'est vraiment pas énorme. Surtout pour un film américain. Bah, on est habitué à avoir au moins une dizaine, tu vois. Même de Fableman, tu vois que c'est 40 millions. Il y a je ne sais combien de scènes, d'endroits, enfin il y a au moins 200, 300 endroits. Non mais les décors et tout déjà aussi. C'est surtout ça qui coûte cher. Par rapport à The Whale. Ouais, c'est sur une période de 7 jours dans le monde, tu vois. Alors le décor, il va jamais changer. Ça a duré combien de temps le tournage? On sait pas? Bon, c'est pas grave. Est-ce que quelqu'un a lu Moby Dick? Non, malheureusement. Maintenant, je suis vraiment intéressé par ce livre à cause du film. Vu qu'ils se fait beaucoup de ce livre-là, et que c'est une triste aventure, de quel même l'écrivain essaye de le sauver. Tu vois, l'écrivain non plus veut pas qu'on le voit. Et j'ai aussi eu cette impression dans cette histoire. C'est clairement de ça où c'est inspiré de Whale. Mais en quoi c'est inspiré de Moby Dick? Ça n'a rien à voir. Non, mais une triste histoire. C'est pas la physique, mais pas une histoire triste dans laquelle le protagoniste essaye de faire quelque chose qui, en final, va pas vraiment lui aider ou lui apporter ce qu'il pense que ça va lui apporter. J'ai remarqué qu'il s'excusait beaucoup. Mais ça, c'est symptomatique quand t'es dans le déni et que tu sais que la rédemption arrive trop tard. J'ai vu en VOST, donc je ne peux pas savoir la performance des comédiens de doublage. Pareil. Et aussi les scènes avec le livreur, où pareil, je me suis dit, j'espère que ils vont peut-être se voir en face à face, et puis non, enfin le livreur se barre parce qu'il l'a vu lorsqu'il ouvre la porte, c'est... Alors que t'as cet espoir où le livreur lui dit, ouais, comment ça va? Voilà, sous forme d'ombre, en fait non, au final ça revient au même. En fait, ouais, moi je dis, peut-être qu'il y a ça que les gens ils n'ont pas aimé, qu'il y a une certaine manipulation de spectateurs, de style que la fille te donne des impressions qu'il va être sauvé. Je pense que attends, peut-être le river va lui aider, je sais pas, et aussi ça Lise là, que va aussi l'aider, peut-être, finalement. Elle a tout fait. Son moment d'incompréhension, c'est que quand elle expliquait qu'en hiver, sa voiture était tombée en panne, qu'elle s'était fait un sang d'encre pour essayer d'arrondir les économies pour que lui, il aille mieux, le moment où il dit qu'au final, il avait économisé 120 000 $ pour sa fille. Elle est un peu mauvaise, quoi.
Après, si on enlève tout l'aspect familial, j'ai vu ça aussi comme un sorte d'avertissement de comment serait une société qui serait obèse intellectuellement. Je sais pas si Aronofsky a voulu faire ça en double lecture, mais quand tu l'interprètes de cette manière-là, de cette obésité intellectuelle qui essaye de se rattraper sur des textes qui veut essayer de rechercher de la sincérité, une civilisation qui essaye de se rattraper, mais qui est dans son paradoxe, enfin dans le déni, j'ai aussi ressenti cette double lecture-là, enfin personnellement. Obésité intellectuelle, ça j'ai pas compris. Où Charlie, il s'accroche sur des textes qui lui ont écrit ses élèves, vu qu'il croit encore à quelque chose en faisant ces cours-là. Ou encore autre chose, je sais pas ce que t'en penses quand il disait que les gens sont fabuleux, quasiment à la toute fin du film, ou lorsqu'il parle avec Liz, il est au courant que sa fille a fait en sorte que le prêcheur a pu retourner chez lui sans se faire punir. Ça, je pense qu'ils ont juste ajouté comme ça pour s'amuser. Je pense pas que c'était tellement bien exécuté. Ça sortit vraiment de nulle part. Ou encore le prêcheur qui avait lu dans sa Bible le passage en surligné, qui essaye pour une dernière fois de le raisonner en disant que son ami s'est retrouvé dans la même situation que lui, psychologiquement parlant. Parce qu'en fait, ils étaient dans la secte New Life, même Liz. Et puis au début, justement, le jeune prêcheur fait croire à Liz qu'il vient de New Life. Mais en fait, c'est une couverture pour dire qu'au final, pour ne pas savoir qu'il s'est barré de chez lui. Oui. Et la scène du bus, au début, je me suis dit, mais en fait, c'est qui descend dans le bus? On sait pas vraiment. Et maintenant, on le sait. Ça aussi, c'est un bon point par rapport au bus. Ok, le prêcheur là, lui, son rôle dans le film, c'est intéressant quand même. Donc c'est le seul acteur, c'est le seul rôle qui essaie de lui sauver. Mais après, c'était déjà impossible depuis le début. Donc Charlie lui-même, il a déjà lu la Bible. Il s'est essayé de se sauver aussi, déjà en avance. Et la conclusion moi j'ai interprété de cette manière-là, la conclusion que lui, il a trouvée dans la Bible, c'est le même que le prêcheur a trouvé. Mais il n'a pas pu accepter cette conclusion, vu que cette conclusion lui oblige de renoncer l'amour de son ami. Alors c'était une impossibilité pour lui. Alors il voulait même pas être sauvé par Dieu dans ce contexte-là. Ça c'est comment moi j'ai interprété la situation. C'est pour ça aussi Charlie a dit au prêcheur, oui j'ai déjà lu tout ça, j'ai déjà lu la Bible même 2 fois ou je sais pas. Il a tous les brochettes de New Life, donc il s'est intéressé. Oui, il a pas suffisamment roulé sa bosse, le jeune prêcheur. Mais c'est juste que voilà, Charlie était déjà arrivé à cette conclusion. Ouais. Il savait déjà. Et je pense que quand il a laissé le prêcheur venir chez lui et de tenter quand même de lui sauver, je pense que Charlie a quand même essayé aussi de voir autre chose. Quelque chose d'autre que lui, il n'a pas vu. Mais il s'est retrouvé face à un mur lorsque Charlie lui demande s'il est répugnant. Et que son espoir d'essayer de rendre la positivité à une cause perdue, il a eu du mal à dire tout de suite que oui, il était répugnant. Mais Liz l'avait prévenu dès le départ, que ça allait être compliqué. C'est une épreuve qu'a dû se confronter le prêcheur pour son expérience de vie. Que même si on a beau étudier la Bible, que la solution n'est peut-être pas là. Que le retour à la réalité est bien plus violent que ce que l'on croit. Ouais, c'est ça. Bien dit. Après, est-ce que Aronofsky a décidé de garder cette même descente aux enfers, ou selon lui, même 20 ans plus tard, par rapport à Requiem for a Dream, qu'on n'a toujours pas résolu cette crise du sens, qu'on soit religieux ou pas, et qu'il a décidé d'avoir réalisé ce film de cette manière-là? J'essaie de mon mieux de suivre ton idée. Mais moi je me pose la question, tu vois, c'est compliqué lorsqu'on affronte le néant, parce que c'est là où était Charlie, quand tu sais que t'as plus beaucoup de temps à vivre, t'aperçois le néant, et puis ce qui le maintenait encore, bah, c'était les feuilles de rédaction de ses élèves d'un des tours de disque. T'avais quoi en tête du coup? C'était pas pour juste comment la film était réalisé, qu'il y a aucun personnage qui s'apparaît sur la scène qui s'apparaît de nulle part. À chaque fois, même quand on a dit le patient qui est sorti du bus, on savait pas au début, mais après on le voit, on se dit voilà, c'est lui qui est arrivé. Et à chaque fois, tu vois par le fenêtre que quelqu'un qui arrive. C'est jamais de nulle part que quelqu'un arrive. Ça aussi, c'était intéressant. Ou alors la manière dont sont faites les révélations, j'ai ressenti comme une sorte de facilité, mais face à cet endroit qui est complètement immobile, ça justifie pourquoi il s'est retrouvé là. C'est de manière très théâtrale, en plus c'est adapté d'une pièce de théâtre, qui au final explique ce huis clos. Enfin, ça expliquerait aussi la mise en scène. Tout comme, après, bon, c'est pas du tout dans le même registre, mais le dîner de con, c'était une pièce de théâtre. Tu t'aperçois que tout dépend de l'écriture quand ça se passe dans une seule pièce. Aronofsky, il savait qu'il n'allait pas faire un scénario simple dans un huis clos. Enfin, c'est très compliqué, de toute façon. Quand c'est basé sur l'immobilité, et encore une fois, le déni. Mais est-ce que c'est vraiment du déni? Moi, je pense qu'il a quand même accepté son destin depuis longtemps. Tu vois, c'est pour ça qu'il est toujours optimiste aussi.
Même par rapport au premier critique que tu as lu, je suis un peu d'accord qu'il y a quand même cette... Par la réalisation, on est un peu forcé de ressentir toutes ces émotions-là. Quand on veut qu'il soit sauvé, mais en fait, son destin était déjà décidé depuis le début. Et ça n'aurait pas pu changer. C'était jamais prévu de changer. On aurait eu aussi notre grille de lecture si on était au courant du parcours de Fraser. Donc en conclusion, ne grillez pas vos cartes que vous possédez dès le départ.